J'ai un gros paquet qui vient d'arriver, ça vient direct de chez Banggood et c'est mon premier oscilloscope numérique. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans ce joli carton. Alors, nous avons une alimentation. Par contre, c'est pas une prise Europe, donc il me faudra un adaptateur. Ça, c'est un cordon USB. On a 2 sondes. Et puis, le fameux appareil, l'oscilloscope numérique. Avec une poignée pour le transport. Alors comme j'y connaissais rien en oscilloscope numérique, j'ai demandé à Philippe de Merliac lequel il me conseillait de prendre. Et c'est ce modèle-là qui m'a conseillé. C'est le Uni-T et il peut aller jusqu'à 100 MHz. Quel est l'intérêt d'un oscilloscope numérique par rapport à un analogique? Eh bien ça c'est l'analogique. Bon, on voit tout de suite déjà qu'il y a un premier avantage, c'est au niveau de l'encombrement. Le numérique est beaucoup plus petit, il prend beaucoup moins de place que l'analogique. Et puis également le poids. Celui-ci est très lourd, alors que le numérique est beaucoup plus léger. Si on veut une comparaison imagée, c'est un petit peu comme si on passait d'un appareil photo argentique à un appareil photo numérique. Le numérique sera la plupart du temps bien plus performant que l'analogique. Par exemple, celui-là, il a une gamme passante qui peut monter que jusqu'à 20 MHz, alors que celui-ci pourra monter jusqu'à 100 MHz, donc ça nous permettra des analyses beaucoup plus précises et beaucoup plus fines. L'analogique n'a aucune mémoire, on ne peut pas stocker des images, stocker des données, alors qu'à l'inverse, le numérique, on pourra faire des captures d'écran, on pourra également enregistrer des séquences d'enregistrement, tout ça parce qu'on pourra le relier à un PC. Autre avantage du numérique, c'est que le numérique a un écran couleur avec une incrustation d'informations, contrairement à l'analogique qui ne peut afficher que la trace de la tension. Et en plus, avec l'analogique, on a parfois du mal à stabiliser l'image. Autre avantage aussi du numérique, c'est qu'on pourra faire des opérations arithmétiques avec les 2 voies. On pourra les additionner, les soustraire, les multiplier, les diviser par exemple. Alors maintenant, je vous invite à regarder de plus près cet oscilloscope numérique, le Uni-T UTD 2102 CEX. L'oscilloscope que je vous présente, c'est celui-ci. Il est sur le site de Banggood. Il coûte à peu près 300 €. Il est livré, comme je l'ai dit précédemment, avec 2 sondes, un câble d'ALIM, un câble USB, un manuel en anglais et un CD. Mais alors le problème, c'est que le CD, il est tout en chinois. Donc là, j'ai contacté Banggood. Ils vont mettre sur cette page de vente un lien vers un programme qu'on pourra télécharger qui permettra de connecter l'oscilloscope à un PC et donc de récupérer toutes les fonctionnalités que je vous montrerai tout à l'heure. Si la première fois que vous l'allumez, tout est en chinois, ne vous affolez pas, Tonin est là. Il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là, Utility. Vous appuyez sur la touche F4. Et là apparaissent les différentes langues. Et oh super, il y a le français. Vous appuyez et cette fois, ça y est, on est en français. Ensuite, la seconde chose qu'il faudra faire, c'est calibrer les sondes. Et pour ça, vous voyez, il y a une petite vis qui est là. Et on va se servir de ce tournevis qui est fourni avec l'oscilloscope. Alors attention, c'est un tournevis en plastique. Il faut impérativement utiliser un tournevis en plastique et pas en métal. Maintenant, je vous montre comment on fait. Il faut commencer par mettre la sonde en position x10. Ensuite, on va venir brancher la sonde sur une voie, n'importe laquelle, par exemple la 1.
La sonde, elle a soit une pointe, soit un crochet. Donc nous, on va se servir du crochet. Pour faire sortir le crochet, il suffit d'appuyer comme ça. Et le crochet, on va venir le brancher sur cette prise de calibrage. Aussitôt, il apparaît un signal. Et comme vous le voyez, ce signal n'est pas parfaitement carré. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir calibrer à l'aide de notre tournevis la sonde afin d'avoir un signal vraiment carré, parce qu'on voit qu'ici, il est légèrement arrondi. Et là également. Donc, je vais venir mettre mon tournevis ici. Voilà, et tourner la petite vis jusqu'à ce que j'obtienne un signal propre et carré. Donc vous voyez par exemple là je tourne dans le mauvais sens parce que j'augmente les courbures. Voilà. Donc là je vais tourner dans l'autre sens, du coup dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à avoir un beau signal bien carré. Et si je tourne trop dans l'autre sens, à l'inverse, vous voyez, ça déforme dans l'autre sens. Donc en fait c'est un potentiomètre qui est dans la sonde et qui permet de bien régler la sonde. Alors je rappelle, il faut bien se mettre en x10 ici au niveau de la sonde pour faire cet étalonnage. Et bien sûr on répète la même opération avec la deuxième sonde. Donc j'enlève celle-ci. Hop. Et là par exemple je vais venir me brancher sur la voie 2. Je sélectionne la voie 2. Je coupe la voie 1 et je viens me brancher au même endroit. Et si jamais par exemple là ça vous fait ça, parce qu'en fait entre temps il y a un réglage qui a changé, il suffit d'appuyer sur la touche automatique et voilà. Alors bien sûr j'ai oublié de vous dire, vous vous mettez bien également sur x10 au niveau de la deuxième sonde. Et puis là pareil, la même opération avec le tournevis en plastique. On vient affiner le réglage du signal afin qu'il soit le plus carré possible. Voilà, là c'est bon. Et une fois que c'est fait, après, vous n'avez plus à y toucher. Vos deux sondes sont étalonnées pour cet oscilloscope. Alors, sur cet oscilloscope, il y a une fonction qui est vraiment magique. C'est la fonction automatique, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Ici, j'ai appuyé sur la touche auto et ça a calculé les paramétrages d'affichage, les meilleurs pour afficher le signal. Mais parfois, il n'y a même pas besoin d'appuyer sur la touche auto. Vous voyez, il suffit que je me rebranche là. Et lui, automatiquement, il m'a déterminé l'échelle horizontale et l'échelle verticale pour afficher le plus beau signal. Après, bien sûr, cette échelle, je peux la changer manuellement. Je peux changer l'échelle verticale, l'échelle horizontale, manuellement. Mais vous voyez, par exemple, si on est comme ça, et qu'on veut revenir à un affichage, on va dire le plus utile et le plus facile pour lire le signal, on va appuyer sur Auto, et lui, il va choisir automatiquement l'affichage le meilleur, voilà, de façon à ce qu'on voit plusieurs cycles et que le signal rentre bien dans l'écran. Donc ça, c'est une fonction qui est vraiment très très pratique. C'est ce bouton Auto qui permet cette fonction de Auto Set au niveau de l'affichage. Pour l'échelle du temps, qui est la ligne horizontale, on la règle ici, elle s'affiche ici, par exemple ici je suis en 500 microsecondes, et bien on peut aller d'un maximum de 50 secondes, ce qui est énorme, à un minimum de 2 nanosecondes, ce qui est vraiment minuscule au niveau de l'échelle du temps. Donc ça pourra permettre de zoomer sur un signal vraiment de façon quasi microscopique. Et c'est marrant parce que vous voyez, notre signal qui apparaît carré quand je rappuie sur la touche Auto Set, mon signal semble bien carré ici, mais en fait, si je viens zoomer comme avec un microscope, regardez ce qui se passe, en fait je ne suis pas si carré que ça. Je suis même drôlement arrondi, là je suis sur 100 nanosecondes, et en fait c'est là qu'on voit que dans la réalité, notre signal il n'est pas complètement carré. Et pour l'affichage vertical, l'échelle verticale qui va se régler ici, on peut aller de 1 mV à 20 volts. Et donc là par exemple je suis sur 100 mV. Donc ça c'est le gros avantage aussi du numérique par rapport à l'analogique, c'est que vous voyez on a des informations incrustées dans l'écran, et en plus on a un écran en couleur, avec une voie en couleur, la voie 2 est en jaune, et puis la voie 1, elle est en vert. Donc là, il n'y a rien, donc elle est là. Donc ça aussi, c'est un avantage du numérique par rapport à l'analogique. Alors comme je le découvre un petit peu en même temps que vous, je ne vais pas pouvoir vous montrer toutes ces capacités. Le but de cette vidéo, c'est surtout de vous familiariser avec l'appareil, de voir une partie de ses possibilités.
et de pouvoir commencer à vous en servir le plus facilement possible. Après, si vous voulez connaître un peu toutes les capacités d'un oscilloscope numérique, je vous invite à aller voir la chaîne de Philippe de Mérillac. Il a fait une playlist qui s'appelle Oscillo Story, avec plusieurs vidéos tutoriels qui expliquent tout ce qu'on peut faire avec un oscilloscope numérique. Lui, c'est un spécialiste, alors que moi, je rappelle, je suis un débutant. D'une façon générale, ici, on va pouvoir, comme sur un oscilloscope analogique, changer les réglages d'échelle et également la position verticale ou horizontale de l'affichage. Et puis sur toute la partie là, on aura des boutons qui vont, quand on appuiera dessus, nous ouvrir ici un menu et chaque onglet qui s'affiche ici sera accessible avec les touches qui sont en face. F1, F2, F3, F4, F5. Par exemple ici, si je veux aller à suivant, c'est la page 1 sur 2. J'appuie sur F5 et ça me donne la page 2. Si j'appuie ici, je peux changer les réglages de l'appareil en tournant la molette qui est ici. Et on valide en appuyant comme ça. On appuie ici pour faire afficher le menu qui correspond. On le sélectionne ici. Et puis s'il y a des menus déroulants, on peut les sélectionner en tournant cette molette et valider en appuyant. On a également une fonction mathématique, elle est là. Ici par exemple on a les opérateurs. J'appuie sur F3. On peut faire une addition, une soustraction, une multiplication, une division entre les deux voies qui rentrent dans l'oscilloscope. Bon là j'ai qu'une voie donc c'est pour ça que ça fait ça. C'est pas prévu pour ce cas-là. Et là, on coupe la fonction mathématique. Maintenant, je vais vous montrer comment capturer une image fixe et pouvoir la restituer sur un ordinateur, et également capturer une séquence de mesures et la relire après sur un PC. Pour ça, on va se servir du cordon USB qui est là, et on va le relier à l'ordinateur. Mais auparavant, il faut que vous ayez installé le programme qui permettra de relier l'oscilloscope à un PC. Pour ça, normalement, il y a un CD. Il se trouve que pour l'instant, le CD, il est tout en chinois, donc il n'est pas exploitable du tout. J'ai demandé à Banggood. Banggood va rajouter sur la page de présentation de l'oscilloscope un lien qui permet d'aller récupérer le programme d'installation de l'oscilloscope en anglais sur un PC. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai récupéré un programme que j'ai téléchargé. J'ai installé ce programme sur mon PC. Et maintenant, je vais vous montrer comment je peux relier cet oscilloscope à mon PC. Pour relier l'oscilloscope à un PC, je rappelle, il faut un programme. Le programme, normalement, il est sur un CD. Le problème, c'est que pour l'instant, le CD est en chinois. Le fabricant va bientôt fournir un CD en anglais. En attendant, Banggood va mettre sur sa page de vente un lien vers les programmes qui correspondent au CD version anglaise. Et en attendant que Banggood mette ce lien sur sa page, eh bien moi, je vais vous mettre un lien en commentaire de cette vidéo. Et quand vous cliquerez sur ce lien, ça vous amènera sur Google Drive. Et il y aura 4 fichiers à charger, notamment le driver qui permet à votre PC de reconnaître l'oscilloscope, et ensuite le programme lui-même qui vous permettra de relier votre PC à l'oscilloscope. Une fois que le programme est installé sur votre PC, il y aura 2 icônes qui vont s'afficher sur votre bureau, l'icône DSO Monitor et l'icône Wave Analysis. Ensuite, on relie l'oscilloscope au PC par ce câble USB. Je le mets sous tension et le PC va le reconnaître. Voilà, on vient d'entendre le petit jingle qui montre que les deux sont bien reliés. Pour l'instant, j'ai encore la main sur les commandes ici, c'est-à-dire que si je bouge les boutons ici, je peux encore changer les réglages de l'oscilloscope, mais une fois que je vais complètement relier l'oscilloscope au PC, je n'aurai plus du tout la main sur ces boutons, je devrai le manipuler avec la souris sur le programme qui est sur le PC. Au début, il faut commencer par ouvrir l'icône DSO Monitor. Ça m'ouvre une fenêtre avec un menu déroulant, il n'y a qu'un seul choix, donc on laisse MH100. Je clique sur Sure et maintenant apparaît à l'écran le moniteur de l'oscilloscope avec ici des fonctionnalités et également ici. Et maintenant que l'oscilloscope est complètement relié au PC, eh bien les boutons deviennent inactifs. Toutes les commandes vont se faire à partir des boutons qui sont sur l'affichage de l'écran ici. Tout ce qui s'affichera ici va également s'afficher ici. Donc là on va commencer par une première expérience, la plus simple, celle que j'ai déjà fait tout à l'heure. Je vais relier la sonde de la voie 1 sur le testeur de signal qui se trouve ici, de façon à faire afficher un signal ici également sur l'écran. Je vais me déplacer avec la souris et je vais venir appuyer sur Auto Set. Et voilà, maintenant le signal s'affiche. Alors tiens, c'est intéressant de remarquer qu'il faudrait presque réétalonner la sonde, puisqu'on voit que le signal n'est pas complètement carré. Donc là, si je le débranche, hop, voilà, le signal disparaît des deux côtés. Et je me rebranche.
Alors je rappelle, je ne vais pas tout vous montrer parce que pour l'instant je suis loin de maîtriser cet appareil qui est très performant. Mon niveau est encore trop modeste. Mais ce que je veux surtout vous montrer, c'est comment stocker une image ou une session de mesure, puisque pour moi ça sera le principal intérêt de cet oscilloscope numérique, en plus du fait qu'il monte jusqu'à 100 MHz. Je vais zoomer sur la partie qui nous intéresse. Voilà, ici il y a un onglet qui s'appelle Storage. Je clique dessus. Du coup ça nous ouvre un menu Storage, dans lequel on peut choisir de sauvegarder plusieurs choses. Deep Waveform, je ne sais pas encore ce que c'est. Après, il y a Record Waveform et puis Screenshot. Donc moi, par exemple, je vais faire Record Waveform. Je peux choisir mon intervalle d'enregistrement. Donc là, par défaut, il est sur 100 millisecondes. Je vais le modifier. On va par exemple prendre 10 millisecondes. Et puis ensuite, j'ai un bouton Start, Stop et Replay. Là, j'appuie sur Start. Et à partir de maintenant, il enregistre tout ce que je fais. Je débranche la sonde, le signal disparaît. Et puis là, je vais faire des petits contacts comme ça. Voilà, mettons que ce soit ça ma session d'enregistrement. Maintenant, je viens appuyer sur Stop. L'enregistrement est terminé. Et je peux la revoir ou même l'enregistrer sur un fichier qui sera sur mon PC. Pour la revoir, je clique sur Replay. Et là, ça m'ouvre un deuxième écran, qui est en fait l'écran qui correspond à la deuxième icône qui est là, Wave Analysis. En appuyant sur Replay, en fait, ça l'ouvre tout seul. Là, je me mets en plein écran. Ici, j'ai des boutons Play, Stop, Pause. J'appuie sur Play pour revoir la séquence que je viens d'enregistrer. Voilà, c'est parti. On est maintenant en train de revoir la séquence que j'ai fait tout à l'heure. On revoit toutes les phases de ce que j'ai enregistré. Et en fait, après, elle reboucle, elle redémarre si on ne l'arrête pas. On peut faire une pause. Je fais une pause. En plus, apparaissent ici des barres verticales qui vont nous permettre d'échantillonner le signal et de faire des mesures sur un échantillon. Précision intéressante, quand on appuie sur Start, ça vient l'enregistrer dans le fichier qui est décrit ici. On peut choisir le fichier dans lequel ça va s'enregistrer. Voilà, il est venu se mettre ici. On retrouve la date et l'heure. Donc il y a deux façons de le relire, soit on le relit en instantané juste après l'enregistrement, en utilisant le bouton Replay, soit sinon on peut le relire plus tard, puisque de toute façon il est stocké sur le PC. À travers un exemple concret, je vais vous montrer comment on peut se servir de ces barres d'échantillonnage. Je prends ici un circuit LC, j'ai là une bobine, ici un condensateur qui sont branchés en parallèle. Je vais venir alimenter de façon très brève ce circuit LC en faisant simplement juste un petit contact. Donc on va regarder ce qui se passe au niveau des variations de tension dans ce circuit LC quand j'alimente et que je coupe très brièvement le circuit LC, de façon à pouvoir capturer une image de résonance au niveau de mon circuit LC. Et là, si j'avais un oscilloscope analogique, eh bien même si j'avais une image, je ne pourrais pas la figer et je ne pourrais surtout pas après derrière faire des mesures. Donc je vais changer l'échelle de tension. Pour ça, il suffit d'aller sur les flèches qui sont là. Je vais prendre un carreau égale 10 volts pour être sûr que le signal rentre dedans, enfin j'espère. Et puis l'échelle temps, je vais me mettre sur un carreau égale 20 microsecondes. Allez, j'appuie sur Storage, Record Waveform, Start. Et je refais des micro-coupures jusqu'à ce que je récupère un signal. Voilà, là j'en ai eu un. Voilà, c'est bon. Stop, je le revisionne, Replay. Je me mets en plein écran, Play, et je fais une pause dès que je suis sur le signal que je recherche. Là j'en ai eu un petit, voilà, c'était celui-là. Et je peux aller, on va dire, au niveau de mon film, en avant ou en arrière, image par image. Donc là je vais revenir en arrière, jusqu'à ce qu'apparaisse l'image qui m'intéresse. Donc là je reviens en arrière, et voilà. Et là, cette fois, je prends mes repères rouges. Je vais en mettre un, par exemple, ici, en haut de ce signal, et celui-là en haut de celui-ci. Voilà. Et je viens lire ici l'espace qui existe entre les deux signaux. Le delta de seconde, c'est un delta de 6,56 microsecondes. Vu que j'ai le temps entre deux intervalles, je peux calculer la fréquence. Un intervalle fait 6,56 microsecondes. Pour calculer la fréquence, il suffit de faire 1 divisé par 6,56 microsecondes. Ça fait 1 divisé par 0,100 microsecondes, 10 microsecondes et 6,56.
et ça me fait une fréquence de 153,8 kHz. Et bien avec cette valeur-là, je peux calculer en fait la fréquence de résonance de mon circuit LC, parce que ça c'est tout simplement mon circuit LC qui est entré en résonance au moment de sa coupure d'alimentation. Ça a créé une surtension, et cette tension elle va osciller, se déplacer dans le circuit LC, entre la bobine et le condensateur, à sa fréquence de résonance. Et on voit que c'est un signal qui va en s'amortissant dans le temps, parce qu'en fait forcément dans le circuit LC il y a des résistances, et c'est pour ça que la tension du coup va en diminuant. Donc ça fait un beau signal qui s'atténue. Donc ça, vous voyez par exemple avec un oscilloscope analogique, on ne peut pas le faire. Et je me rends compte également qu'on peut déplacer l'image avec la molette de la souris, en la faisant rouler dans un sens ou dans l'autre, on peut déplacer les images de ce que l'on a enregistré. Alors par contre, quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer, j'utilise un condensateur qui fait 200 picofarads, ma bobine fait 2,65 millihenries, et avec la formule de Thomson, normalement je devrais trouver une fréquence de résonance de 218 kHz, et non pas 153 ou 154 comme j'ai trouvé ici avec cette expérience. Je n'arrive pas à m'expliquer cette grosse différence de résultat de fréquence de résonance. Alors si quelqu'un a l'explication, eh bien je suis vraiment preneur. Puisque même quand je me mets en x10 au niveau de la sonde pour réduire les capacités parasites de la sonde, même quand je supprime la breadboard et les fils, j'arrive quasiment au même écart. Voilà, cette vidéo se termine. J'espère que grâce à elle, vous comprendrez un petit peu mieux l'intérêt et l'utilité d'un oscilloscope numérique par rapport à un analogique. En tout cas, moi, il me permettra de faire de nouvelles expériences qui, auparavant, n'étaient pas possibles avec mon vieil oscilloscope analogique. Pour ma part, je vais me mettre un peu en pause, un petit repos bien mérité, et on se retrouve pour la Tronic Aventure dès la fin de l'été, dès cet automne. Ciao et bon été à tous!